Bienvenue dans cette troisième partie de ma série sur la linguistique historique. On avait vu ce que c'est une famille de langues, puis comment les langues changent. On va aborder maintenant le contact des langues. Les langues n'évoluent pas dans le vide, les gens sont confrontés à d'autres langues de manière plus ou moins intense, et donc les langues s'influencent les unes les autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu les deux vidéos précédentes pour comprendre, mais ça peut pas faire de mal parce que je vais reparler de notions que j'avais abordées. Le résultat le plus évident du contact des langues, c'est les mots empruntés, mais on va voir que les langues peuvent emprunter bien plus que des mots. Mais on va quand même commencer par les emprunts. Les gens adoptent des mots qui proviennent d'autres langues. C'est un facteur très important de l'évolution des langues et sûrement celui qu'on remarque le plus facilement. Il y a deux principales raisons pour lesquelles on emprunte des mots, le besoin et le prestige. Le besoin, c'est simple, on découvre une plante, une pratique culturelle, une technologie, et on utilise le même mot que ceux qui nous l'ont apporté. Le français a par exemple emprunté chocolat à l'espagnol, qu'il a lui-même emprunté au nahuatl, café à l'arabe via le turc, et pas mal de mots en rapport avec la navigation viennent du néerlandais comme bâbord et tribord. Un type particulier d'emprunt, c'est les mots voyageurs, ou Wanderwort, c'est de l'allemand. Ça désigne des mots qui sont empruntés par de nombreuses langues, parfois très éloignées, comme justement chocolat et café. Ces produits se sont répandus dans le monde en même temps que les noms pour les désigner. Un autre exemple, c'est savon. Ce mot est d'origine germanique, mais il s'est diffusé dans plein de langues en passant par le latin et l'arabe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a même atteint les langues Yolngu du nord de l'Australie. Des aborigènes d'Australie avaient emprunté un mot d'origine germanique avant de rencontrer le moindre européen. L'autre raison pour laquelle les langues empruntent des mots, le prestige, c'est en gros parce que ça fait classe. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de mots français en anglais et en russe, et c'est pour ça qu'énormément de langues empruntent aujourd'hui à l'anglais. Si vous entendez la phrase « j'ai un call », ça évoque tout de suite l'image d'un mec qui bosse en start-up et qui pense que ça fait pro, contrairement à « j'ai un appel » qui est plus neutre. Souvent, les emprunts de ce genre ont une connotation un peu différente, ils peuvent paraître plus soutenus, raffinés, techniques ou modernes. En anglais, deep est un mot banal alors que profound est plus formel et exprime souvent une profondeur moins littérale mais plus sérieuse ou philosophique. En coréen, langue qui a énormément emprunté au chinois, beaucoup de mots d'origine coréenne ont un synonyme plus soutenu d'origine chinoise, par exemple avec choisir. Pour choisir des chaussettes, vous pouvez utiliser le mot purement coréen goroda, mais quand il est question de choisir une carrière, là, il vaut mieux utiliser son synonyme emprunté au chinois, 선택하다. Les mots empruntés ont d'ailleurs assez souvent un sens différent, ou en tout cas plus spécifique ou restreint que dans la langue d'origine. En français, sombrero, ça désigne ce genre de chapeau mexicain, alors qu'en espagnol, sombrero, c'est juste le mot générique pour chapeau. En français, le mot baguette peut désigner pas mal d'objets, mais dans beaucoup de langues, le mot a été emprunté juste pour le pain, et d'ailleurs, les étrangers sont souvent morts de rire quand ils entendent parler de baguette magique. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de la reconstruction de langues par la méthode comparative et de correspondance phonétique régulière. Mais les emprunts, ça complique les comparaisons. Pour établir des correspondances phonétiques, il faut se baser sur des mots qui ont été hérités d'une langue plus ancienne. Il faut donc un moyen d'identifier si un mot est un emprunt et dans quelle direction l'emprunt s'est fait. Avec des emprunts récents à une langue connue, c'est facile. Je vous apprends rien si je vous dis que football, schnapps et karaté viennent respectivement de l'anglais, de l'allemand et du japonais. Mais quand les emprunts sont bien intégrés dans la langue, ils deviennent comme tous les autres mots. Ils subissent des modifications phonétiques régulières et leur sens peut changer. Vous savez peut-être que coton et magasin viennent de l'arabe, mais c'est beaucoup moins évident que blanc et fauteuil, des mots qui ont l'air essentiels au vocabulaire français, sont en fait issus d'emprunts au vieux francique, une langue germanique parlée du 5e au 10e siècle. Donc quand on a affaire à des mots empruntés il y a des siècles, ça peut être difficile de les identifier. Certains indices peuvent néanmoins nous aider. D'abord, on a des indices dans la prononciation. Il faut savoir que les langues peuvent emprunter plus que des mots, elles peuvent aussi emprunter des sons. Quand on prend un mot à une langue étrangère, on le modifie pour l'adapter au son de sa propre langue. Aucun francophone ne prononce chorizo comme en espagnol, on dit chorizo. Et les mots anglais utilisés en japonais peuvent être pas mal déformés comme aisukurimu pour ice cream. Mais avec un contact intense et prolongé entre deux langues, les sons d'origine peuvent finir par être utilisés dans la langue receveuse et ce n'est pas quelque chose de rare. Le son ng est à la base étranger au français, mais on le trouve dans des mots comme parking. En allemand, on prononce orange avec une voyelle nasale et le son j, alors que les deux ne font pas vraiment partie du système de son allemand. En finnois, le d se prononçait the, mais est devenu de, sans doute en partie à cause de l'influence du suédois. Les langues khoisan, parlées en Afrique australe et qui ne sont pas une famille de langues mais trois, sont connues pour leurs clics. Vous savez, les sons du genre Eh bien, des langues bantoues parlées dans la région, comme le zoulou d'Afrique du Sud, ont emprunté des clics. Forcément, croiser un de ces sons est un bon indice qu'on a affaire à un mot emprunté.
Dans les langues slaves, si on voit un F dans un mot, on peut être quasiment sûr que c'est un emprunt. Chaque langue a ses règles concernant les séquences de sons possibles. On appelle ça la phonotactique. Le japonais, par exemple, ne peut pas avoir plusieurs consonnes à la suite, d'où le mot aisukrimu avec des U ajoutés après les consonnes. Mais les emprunts peuvent influencer ces règles. Le finnois, à la base, ne peut pas avoir de mots qui commencent par plusieurs consonnes. Cette règle est respectée dans des emprunts anciens. La France est appelée ranska en finnois, ils ont fait sauter le F pour que le mot se conforme à leurs règles de prononciation. Mais avec l'apport de nouveaux mots, cette règle est devenue moins stricte et on a maintenant des mots comme presidenti. Quand un mot finnois commence par deux consonnes, c'est un bon signe qu'on a affaire à un emprunt. Quand on peut comparer plusieurs langues d'une même famille, alors les kogna, c'est-à-dire les mots de même origine, peuvent nous aider à identifier un emprunt. Le mot pour roi est goose en anglais, gans en allemand, gos en suédois et ganso en espagnol. Les langues germaniques ont tout un mot similaire qui est compatible avec les changements phonétiques historiques que ces langues ont connus. On peut reconstruire une forme proto-germanique gans, alors que le mot espagnol n'a même pas d'équivalent dans la plupart des autres langues romanes. C'est donc clairement l'espagnol qui a emprunté ce mot à une langue germanique plutôt que l'inverse. Une autre méthode qui aide pas mal à identifier la direction d'un emprunt, c'est la complexité morphologique. Malgré le nom, c'est assez simple à comprendre. Prenons le mot français abat-jour. C'est assez évident qu'il est composé de abat et jour. Ce mot existe dans d'autres langues comme le polonais abat-jour. Mais en polonais, on ne peut pas l'analyser. Abat, c'est pas un mot polonais, et jour, c'est le nom d'une soupe, mais ça n'a rien à voir. Donc le mot en français est plus complexe parce qu'il est composé de deux éléments contre un seul en polonais. Dans ce genre de cas, c'est généralement la langue où le mot peut être décomposé, en l'occurrence le français, qui est la source. Et c'est la même histoire pour les mots chaise-langue et portefeuille, portefeuille. Un dernier critère moins fiable qui permet de soupçonner des emprunts, c'est le sens des mots. Les mots empruntés désignent très souvent des nouvelles pratiques, des concepts issus d'autres cultures ou des êtres vivants exotiques. A l'inverse, les concepts plus basiques partagés par plein de cultures sont moins susceptibles d'être empruntés. La nature, les actions simples, les parties du corps, etc. Pour une langue parlée en Europe, il est beaucoup plus probable d'avoir un emprunt pour igloo, cacao, karma ou zèbre que pour œil, parent, arbre, dormir ou les nombres. Alors c'est pas impossible, l'anglais a bien emprunté le mot français pour parent, mais quand on veut comparer des langues en évitant les mots empruntés, il vaut mieux commencer par chercher dans ce vocabulaire de base. Un cas d'emprunt un peu particulier, c'est les emprunts savants à une langue ancienne, surtout quand la langue ancienne est un ancêtre de la langue qui emprunte, ou en tout cas une langue proche de cet ancêtre. Concrètement, les emprunts au latin en français. Il y en a des tonnes, et on a même des doublets étymologiques, c'est-à-dire des paires de mots qui ont la même origine. Le mot latin oculus, en évoluant pendant près de 2 millénaires, a subi des changements assez extrêmes qui ont donné le mot français œil. Mais ce mot avait un adjectif dérivé, ocularis, qui a été emprunté sous la forme oculaire. Ça peut donner l'impression que des changements phonétiques n'ont pas eu lieu ou ont été annulés, mais c'est simplement parce que c'est un emprunt. Identifier ce genre d'emprunt n'est pas difficile puisque le latin est une langue prestigieuse très bien documentée. C'est pas spécifique au latin, le russe a pas mal emprunté au vieux slave et les langues indo-ariennes comme le hindi et le bengali ont énormément de mots pris au sanskrit. Les emprunts peuvent être précieux en linguistique historique parce qu'ils peuvent préserver des formes anciennes et donc fournir des indices sur le développement historique des langues dont ils proviennent. Le mot proto-germanique pour roi est reconstruit en kuningas. La terminaison as est un suffixe trouvé à la fin de beaucoup de noms, analogue à la terminaison latine us, mais elle a disparu de toutes les langues germaniques modernes, sauf en islandais et en féroïen où elle est devenue ur. C'est essentiellement grâce à la comparaison avec les autres sous-familles indo-européennes qu'on peut reconstruire cette terminaison. Mais une langue d'une autre famille fournit aussi un indice, le finnois. En finnois, le mot pour roi est kuningas. Ce mot est manifestement un emprunt à une langue germanique très ancienne, et c'est une preuve assez solide que la terminaison as a existé. En espagnol, les lettres B et V se prononcent exactement de la même manière. Mais si on utilise deux lettres différentes, c'est parce que c'était à une époque deux sons différents, et ça peut aussi être prouvé grâce à des langues qui ont emprunté à l'espagnol. Le quiché, par exemple, c'est une langue maya parlée par plus d'1 million de personnes au Guatemala et au Mexique. Eh bien, dans cette langue, nave se dit napush, de l'espagnol navos, ils ont emprunté le pluriel, et clou se dit clavush, de l'espagnol clavos. Si les quichés ont utilisé deux prononciations différentes, c'est très certainement que les sons se prononçaient différemment en espagnol à l'époque où ils ont emprunté ces mots. Et ça permet aussi de faire une chose dont on n'a pas encore parlé, dater les changements phonétiques. Les Espagnols ont rencontré les Mayas au XVIe siècle, et donc la perte de distinction entre B et V en espagnol s'est nécessairement produite plus tard. Il arrive qu'une langue en remplace une autre tout en étant influencée par cette dernière, qu'on appelle alors un substrat. Ça sera plus clair avec un exemple, les Romains qui conquièrent la Gaule.
Ils imposent leur langue, le latin, à une population qui parle le gaulois, une langue celtique. Au bout de quelques siècles, le gaulois finit par être remplacé par le latin, mais un latin qui a été en partie transmis par des Gaulois qui le parlaient comme langue étrangère, donc influencé par leur langue maternelle. Et comme le français en descend, le français a des éléments d'origine gauloise, on dit que le gaulois est un substrat du français. Il y a sans doute moins d'influence gauloise en français qu'on pourrait le croire, mais on peut citer la façon qu'on a de compter en partie en base 20, des mots comme mouton et caillou, ou encore aveugle, qui vient du latin ab oculis, qui veut dire littéralement sans yeux et pourrait être un calque d'une expression gauloise. Un truc intéressant, c'est les substrats non attestés. En grec ancien, par exemple, on trouve des mots d'origine inconnue qu'on n'arrive pas à relier à d'autres langues indo-européennes. Une hypothèse pour les expliquer serait l'influence d'une ou plusieurs langues disparues parlées en Grèce avant le grec ancien. Le mot pour la mer, thalassa, pourrait ainsi venir d'une langue inconnue de l'Antiquité. Il y a d'autres hypothèses de substrats non attestés pour les langues germaniques, les langues sam ou le sanskrit, mais bon, c'est souvent assez spéculatif parce que quand on essaie de détecter des langues inconnues disparues via le vocabulaire d'autres langues, c'est quand même difficile d'avoir des preuves solides. Le contraire du substrat, c'est le superstrat. C'est quand une langue d'un conquérant ou d'un peuple arrivé par migration finit par disparaître, mais en influençant la langue locale. Un exemple, c'est les Mérovingiens qui ont régné sur une bonne partie de l'actuelle France à partir du 5e siècle. Ils parlaient une langue germanique, mais ils ont fini par s'assimiler à la langue romane du coin, mais lui ont apporté beaucoup de mots comme blanc que je citais tout à l'heure. Autre exemple, l'anglais. La conquête normande en 1066 a introduit le français, enfin plutôt l'ancien normand, en Angleterre. Il n'a pas remplacé l'anglais, mais c'est pour ça qu'une énorme partie du vocabulaire anglais vient du français. Les langues s'empruntent fréquemment des mots, parfois des sons, mais elles peuvent même s'emprunter de la grammaire. Ça peut se produire dans des situations de bilinguisme généralisé. Quand on parle deux langues au quotidien, on peut reproduire les structures de l'une des langues dans l'autre. En anglais, une préposition peut être séparée de son objet et reléguée à la fin de la phrase, notamment dans les questions. Who did you bake the cake for? Traduit littéralement, ça donne quelque chose comme Qui as-tu fait le gâteau pour? Pour moi, et je pense pour les autres francophones d'Europe, c'est une phrase incorrecte. Mais en français de Louisiane, c'est une phrase tout à fait acceptable. Les francophones de Louisiane parlent tous anglais, donc ça n'a rien d'étonnant que leur français soit influencé d'une telle manière. Avec le temps, ces influences peuvent devenir impressionnantes. Si vous avez étudié ne serait-ce qu'un tout petit peu le japonais et le coréen, vous aurez sûrement remarqué que leur grammaire se ressemble beaucoup dans leur fonctionnement. Pourtant, la majorité des linguistes ne considèrent pas qu'ils appartiennent à la même famille de langues, notamment parce qu'il n'y a aucune ressemblance dans le vocabulaire natif, ni de correspondance phonétique. Les ressemblances dans la grammaire sont plutôt attribuées à des millénaires d'influences réciproques. Quand plusieurs langues d'une région qui ne sont pas étroitement apparentées partagent une caractéristique, ça peut être dans la grammaire, la phonétique ou le vocabulaire, on appelle ça une caractéristique aréale. Ça peut être par exemple le r uvulaire présent en français et dans d'autres langues d'Europe de l'Ouest et du Nord comme l'allemand ou le danois, les clics en Afrique australe que j'ai déjà mentionné, les consonnes rétroflexes de ne dans le sous-continent indien, ou encore l'absence de consonnes fricatives, c'est-à-dire les consonnes comme s, f, j dans les langues d'Australie. Et pour la grammaire, on peut citer les classificateurs numéraux en Asie du Sud-Est. Quand dans une région donnée, on retrouve plusieurs caractéristiques aréales, on parle d'aire linguistique, aussi appelée Sprachbund, c'est encore de l'allemand. Une aire linguistique, c'est une région du monde où on peut trouver des langues de plusieurs familles différentes, mais qui ont certaines caractéristiques en commun en raison d'influences mutuelles, ou parce qu'elles ont toutes été influencées par un même substrat. Quelques exemples. L'européen standard moyen. Ça regroupe les langues romanes, les langues germaniques occidentales et dans une moindre mesure d'autres langues d'Europe. On trouve dans ces langues des articles définis et indéfinis, un passé formé avec avoir et un participe passé, ou le fait de mettre le verbe en début de phrase pour poser une question. L'ère linguistique balkanique, où on a des langues qui appartiennent à plusieurs branches des langues indo-européennes, le grec, l'albanais, le roumain, le bulgare, des variétés de Roumanie, et aussi une langue d'une autre famille, le turc. Parmi les caractéristiques qu'on y retrouve souvent, fusion du datif et du génitif, article défini qui prend la forme d'un suffixe, futur formé à partir d'un verbe qui veut dire vouloir, perte de l'infinitif. Toutes ces particularités ne sont pas partagées par toutes les langues, l'article en grec n'est pas du tout un suffixe. Les aires linguistiques ne sont pas très précisément définies et leurs contours peuvent être assez flous. On a encore l'aire linguistique d'Asie du Sud-Est. Les langues chinoises, le vietnamien et le thaï, ça appartient à des familles différentes, mais ces langues partagent notamment des systèmes de tons complexes, peu de suites de consonnes, des morphèmes d'une seule syllabe et des mots invariables, donc pas de conjugaison. Je pourrais encore en citer des dizaines, mais je vais en mentionner une dernière, la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, avec des langues comme le tlingit, le haïda ou les langues salish. Ces langues ont beaucoup de consonnes, dont des consonnes éjectives et des fricatives latérales, donc des trucs comme
et les verbes sont particulièrement complexes avec beaucoup de suffixes. Tous les exemples d'influence dont on a parlé contribuent à l'évolution des langues, mais dans certains cas particuliers, le contact linguistique peut produire une nouvelle langue. C'est le cas des créoles. Je dis bien les créoles au pluriel parce que le créole c'est pas une langue, c'est un type de langue. Imaginez une situation où on a d'un côté un petit groupe dans une position dominante et de l'autre des gens qui parlent des langues qui peuvent être très différentes les unes des autres et de la langue du groupe dominant. Concrètement, ce scénario est arrivé plusieurs fois dans l'histoire avec l'esclavage. Donc on a un petit groupe dominant qui parle, disons, le français et un groupe de gens réduits en esclavage qui viennent de différentes régions d'Afrique et donc ont des langues maternelles différentes. C'est pour l'exemple, ça a aussi existé avec l'anglais ou le portugais comme langue dominante ou avec des travailleurs forcés qui parlent différentes langues du Pacifique. Quoi qu'il en soit, il faut bien que ces travailleurs forcés communiquent non seulement avec leurs esclavagistes, mais aussi entre eux. C'est naturellement la langue du groupe dominant, ici le français, qui s'impose, mais les colons ne sont pas là pour donner des cours de langue, et les gens réduits en esclavage doivent l'apprendre sur le tas comme ils peuvent. Le résultat est un moyen de communication simplifié qu'on appelle un pidgin. C'est une version de la langue dominante avec un vocabulaire limité à l'essentiel, une prononciation simplifiée et une grammaire réduite. Par exemple, on laisse tomber les conjugaisons et si on veut exprimer une action en passé, on ajoute un mot comme « fini » après. La structure peut être influencée par les langues maternelles des gens du groupe dominé. Entre parenthèses, ce scénario n'est pas le seul qui permet à un pidgin d'apparaître. Plein de pidgins ont existé dans un autre contexte, le commerce. Un exemple célèbre, c'est le russe-norsk, un pidgin qui mélangeait le russe et le norvégien, utilisé par des pêcheurs et des marchands au XVIIIe et XIXe siècle. La différence avec le pidgin de notre exemple d'esclavage, c'est que celui-là, il est transmis à des enfants et il devient leur langue maternelle. Et en l'apprenant, les enfants l'enrichissent. C'est un processus qu'on appelle créolisation. Le pidgin s'étoffe, il se stabilise, bref, il devient une véritable langue aussi expressive que n'importe quelle autre qu'on appelle un créole. Ça peut être un processus très rapide, un créole peut émerger en 1 ou 2 générations. La plupart des créoles parlés aujourd'hui sont dérivés d'une langue qui s'est répandue par la colonisation. Il y a pas mal de créoles à base française, haïtiens, martiniquais, réunionnais, séchellois, etc. Beaucoup de créoles sont à base anglaise. Le créole jamaïcain, le Sranan-Tongo du Suriname, le pidgin hawaïen, le pidgin nigérian, le tokpisin de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pidgin des îles Salomon, le bislama du Vanuatu. Et oui, plusieurs d'entre eux ont le mot pidgin dans leur nom, mais ce sont bien des créoles. Dans les créoles à base portugaise, on peut citer le papiamento des Antilles néerlandaises et le créole du Cap-Vert. Étonnamment, il y a moins de créoles à base espagnole, le plus parlé étant le chavacano aux Philippines. Notez que tous les créoles ne sont pas apparus dans des contextes d'esclavage et ils ne sont pas tous dérivés de langues européennes. Il y a un paquet de créoles dérivés du malais, et en Afrique on peut citer l'arabe de Djouba au Soudan du Sud, le kitouba parlé au Congo dérivé du kikongo, ou encore le sango, la principale langue de la République centrafricaine qui est un créole basé sur le ngbandi, une langue ou plutôt un ensemble de langues de la région. Et encore, dans le cas du sango, la classification en tant que créole est contestée. Alors je vous ai résumé la vision traditionnelle, mais sachez que des linguistes remettent en question l'idée qu'un créole doive nécessairement passer par l'étape pidgin. Mais dans l'idée, un créole c'est quand même ça, une langue qui se forme quand des gens de langues différentes sont en contact dans un contexte très particulier. On peut pas parler de créolisation simplement parce qu'une langue emprunte des mots à une autre. Les créoles, ça met un peu à mal le modèle en arbre des familles de langues que je vous ai présenté dans la première vidéo. La plupart des linguistes ne classifient pas le créole réunionnais comme une langue romane, mais le placent dans une catégorie un peu à part, les créoles à base lexicale française. Après, rien n'empêche un créole d'évoluer comme n'importe quelle autre langue et de former une famille de langues. Certains ont émis l'hypothèse que des langues comme l'anglais et le proto-germanique aient pu être créolisées à un moment de leur histoire, mais c'est pas accepté par la majorité des linguistes. Bref, les créoles c'est un sujet vraiment complexe et on peut pas en faire le tour en 3 minutes. Si vous voulez approfondir, je vous recommande vivement cette vidéo récente de Linguisticae. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la dernière vidéo de cette série sur la linguistique historique. On parlera plus en détail des proto-langues et de si on pourrait pas reconstruire ce qu'il y avait encore avant.